Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Alors, c'est une émission qui est importante. Pourquoi ? La question, c'est notre agriculture est-elle prête à faire face à une guerre ? Alors, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui des présidents, le président des États-Unis qui insulte le président russe, quand on voit ce qui se passe dans les différents conflits, on sait que malheureusement, on risque de s'acheminer vers des tensions très très fortes et savoir si notre agriculture a été préparée à un tel affrontement potentiel, c'est la question que nous allons voir dans cette table ronde et j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Moyon. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes éditorialiste à Ouest France et vous connaissez bien l'Ukraine. À vos côtés Stéphane Linou. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes expert sécurité défense au CNAM. À ma droite Emmanuel Hyest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNSAFER, la Fédération nationale des SAFER. On aura l'occasion d'en reparler. Et juste à mes côtés, donc Jérôme Pellistrandri, bonjour. Bonjour. Vous êtes général et vous êtes rédacteur en chef aussi de cette revue, la revue de la Défense nationale. Je démarre juste par vous. Dites-moi, on a vraiment des raisons d'être inquiets. On sent que chaque jour, il y a de plus en plus de tensions qui peut-être nous amènent vers une situation de conflit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes le 24 février 2024. Ça fait 2 ans que la Russie de Vladimir Poutine a engagé la guerre contre l'Ukraine. Guerre dont on ne voit pas aujourd'hui la fin. Il faut être honnête, la guerre est partie pour durer très longtemps, avec toutes les conséquences géopolitiques et géoéconomiques que nous connaissons depuis 2 ans. Et c'est vrai que ici, au Salon international de l'agriculture, eh bien, on parle beaucoup d'Ukraine parce que c'est une puissance agricole. La Russie est aussi une puissance agricole et que dans le contexte international, aujourd'hui, vraiment tous les signaux sont au rouge. On a de quoi être très inquiet sur les évolutions géopolitiques de l'année 2024 avec beaucoup plus de questions que de réponses. Alors, justement, on parlait de l'Ukraine. On va être en contact avec Natalia Kulaskova. Si vous voulez bien nous mettre en relation. Natalia, est-ce que vous m'entendez tout d'abord ? Oui, je suis. Très bien, on vous entend. Alors, où êtes-vous déjà en Ukraine ? À combien de kilomètres de la ligne de front ? Maintenant, je suis à Kiev, j'habite à Kiev. C'est la capitale d'Ukraine, oui. Et si on parle de distance de la ligne de front, c'est presque 700 kilomètres de l'Est. Oui, et il y a des batailles de plus féroces maintenant là-bas. Si on parle à la direction de Kharkiv, c'est presque le même. C'est 5 heures de voiture. Et si on parle vers le sud, à Kherson, presque 5-7 kilomètres. Mais vous savez que ici en Ukraine, on dit qu'il n'y a pas d'une place absolument protégée. Absolument. Ouais. C'est ce pensez à notre monde. Alors, malheureusement, on fête les 2 années donc, du début de cette guerre qu'on n'imaginait peut-être pas aussi longue aujourd'hui. Quel est votre moral actuellement ? Comment vous voyez l'avenir ? On priait, mais par à Dieu, par à notre service militaire. Parce que nous pensons que seulement notre service militaire can nous protéger. Pardonnez-moi. L'habitude de faire ici, c'est la donation. C'est normal pour nous. Et vous savez que nous avions l'habitude de ne faire pas de plans parce que nous ne savions pas ce qui se serait le soir ou le demain. Mais aujourd'hui, nous avons commencé à faire des plans. Et oui, nous ne savons toujours pas ce qui se passera le soir, mais nous faire des plans pour l'été, pour demain, etc.
Vous êtes responsable marketing d'une entreprise qui est dans le secteur agricole, qui fournit notamment des silos pour l'agriculture, et on sait que le blé est une production importante en Ukraine. Concrètement, comment travaillez-vous avec vos ouvriers? Comment faites-vous? Je crois que vous avez une application qui vous dit de temps en temps, quand il y a une alerte, de descendre donc dans les souterrains, d'aller vous mettre à l'abri, mais au bout de 2 ans, vous ne le faites pas tout le temps. Oh, c'est très bien question et un peu bizarre parce que c'est bizarre pour nous, oui, parce que notre entreprise et toute l'économie d'Ukraine nous doit travailler et nous travaillons. Oui, c'est vrai qu'on a les alarmes, le signal des alarmes à notre portable dans la rue, mais pouvez-vous imaginer le fermier qui travaille à la chambre, il écoute ce alarme et il doit arrêter son travail? Non, c'est impossible. Mais oui, si on dit des écoles, c'est interdit donner les leçons et bien sûr, tous les enfants sont protégés. Vous savez que les agriculteurs manifestent souvent en disant que le prix des céréales qui rentrent sans droit de douane en Europe peuvent perturber les marchés. Mais en France, nous sommes totalement solidaires, bien sûr, de l'Ukraine. De quoi auriez-vous le plus besoin aujourd'hui? Armes modernes. L'Ukraine a besoin d'armes modernes et c'est le choix le plus important. Vous savez que nous avons le choix entre nous défendre avec des armes modernes ou avec un grand nombre de personnes. Et en Ukraine ici, et je pense qu'en France aussi, nous tenons à la vie de chaque Ukrainienne ou chaque Française. Et c'est pourquoi nous demandons des armes. Et puis, je vous demandais de toujours vérifier l'information. C'est la question importante, le deuxième. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser aujourd'hui à vous. Et je suis très contente à la non, je remercie à la France, pardonnez-moi, et à chaque Français pour vos aides, pour vos supports. Et c'est très important pour nous. Et vive la France, vive la Ukraine. Merci beaucoup Natalia et nous sommes à vos côtés. On va s'intéresser aujourd'hui à l'agriculture. Justement, est-ce que notre agriculture, est-ce qu'elle a bien été préparée dans ces différents schémas de stock, de façon d'être capable de mobiliser donc de l'alimentation à un éventuel conflit en France? Oui, bonjour à tout le monde. Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir l'exhaustivité des réponses, mais le thème de cette table ronde, notre agriculture est-elle prête à faire face à une guerre? Ça me fait penser à, mais elle n'est pas forcément prête à faire face à la paix actuelle. Et ce n'est pas forcément agriculture, mais plutôt nos systèmes alimentaires. Notre système alimentaire, en fait, il est mondial. Il est mondial. Il est déjà soumis à plusieurs choses. Donc l'énergie, qui nous permet d'avoir de quoi faire tourner les tracteurs, mais également les engrais et produits phytosanitaires. Le changement climatique, la biodiversité qui s'effondre, ce sont nos auxiliaires de culture. Parce qu'avoir des terres dégradées, c'est avoir des rendements qui plafonnent, mais également notre fragilité par rapport aux divers flux. On a beau être assis depuis Paris pour voir, on a de quoi nous nourrir en France, oui potentiellement, mais dans le réel, à l'échelle des territoires, ce n'est pas vrai. Il y aurait par exemple une cyberattaque, comme je l'avais mis dans mon bouquin il y a 5 ans, venant d'Ukraine, sur la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation, avec très très peu de centrales d'achat et tout ça, étant donné que nous avons 2% d'autonomie alimentaire dans nos territoires, c'est-à-dire que 98% de ce qui remplit nos assiettes vient par les camions d'autres régions ou d'autres nations, eh bien en fait, on se taperait dessus. Donc pour moi, c'est une question d'ordre public
le fait de ne pas avoir une résilience alimentaire dans nos territoires suffisante pour maintenir ne serait-ce que la paix sociale. Tout simplement, donc, évidemment, s'il y a une guerre, c'est pire. D'accord, vous dites déjà en temps de paix, c'est pas fameux, donc imaginons en temps de guerre. Emmanuel Liès, ce qui est important, c'est avoir des terres pour être capable de produire. Alors, tout à fait, c'est très important. Alors, on a la chance d'avoir une structure qui s'appelle les SAFER depuis plus de 60 ans maintenant, dont l'objectif est de réguler le foncier, mais aussi de le protéger. Et je pense que c'est très très important quand on sait que dans les 50 dernières années, on a perdu 4 à 5 millions d'hectares de terres productives, soit parce qu'elles sont parties sous l'urbanisation, soit qu'elles sont parties sous la forêt. Mais ça veut dire que ces terres-là, aujourd'hui, elles ne produisent plus. Et c'est un vrai enjeu. Alors, on a aussi comme objectif d'attribuer, donc, puisque le rôle des SAFER, c'est d'acquérir pour attribuer, notamment à des jeunes agriculteurs, les terres sur des projets économiques. C'est-à-dire que déjà depuis 50 ans, on privilégie l'acte de production plutôt qu'une agriculture de loisir ou du loisir tout simplement. Et on sait très bien que s'il n'y avait pas cette politique publique qu'on mettait en œuvre, naturellement, il y aurait beaucoup de terres qui iraient vers une agriculture de loisir ou du loisir. On aurait beaucoup plus de golf, on aurait beaucoup plus de territoires de chasse pour s'amuser ou des choses comme ça. Et donc, sans le vouloir, parce que personne n'a imaginé il y a 50 ans que notre territoire européen de l'Ouest pourrait un jour revoir la guerre, et on voit que c'est à notre porte aujourd'hui. Donc nous, on a anticipé et on a pour mission de tous les jours le vérifier, mais parce qu'il y a eu une politique de définie et imaginée il y a 50 ans. Et quand les SAFER, je le rappelle parce que c'est important dans ce contexte, qui était président de la République, c'était le général de Gaulle. Patrice Moyon, vous connaissez très bien l'Ukraine, vous connaissez très bien l'agriculture française. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'on se prépare ? Écoutez, le fait qu'on dise que le ministère de l'Agriculture aujourd'hui est un ministère régalien est quand même un signal politique fort. C'est-à-dire qu'on parle de souveraineté. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Avec l'Ukraine demain, rejoignant l'Union européenne, on aura la capacité aussi pour l'Union européenne de peser sur le plan géostratégique avec l'agriculture, parce que l'agriculture est aussi un enjeu de puissance, c'est-à-dire qu'elle est là pour nourrir les Européens. Quand on dit un enjeu de puissance, c'est-à-dire qu'elle peut aussi contribuer à la paix. Aujourd'hui, la Russie, avec Poutine, a fait du blé une arme de guerre. Il est dans la conquête. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle se poursuit aujourd'hui en Afrique. Donc je pense que les Européens ont besoin de revisiter la politique agricole commune en intégrant ces trois enjeux finalement, le climat, la souveraineté alimentaire et le rayonnement de l'Europe sur le plan international. Vous pensez, Jérôme, qu'il faut se réarmer sur le plan alimentaire ? Alors, je partage tout à fait tous les points de vue qui ont été exposés ici. Oui, il y a nécessité, alors, en fait, de prendre conscience de la fragilité, on va dire, de notre système économique. Et en particulier, alors je crois que la prise de conscience, elle est arrivée pendant la crise sanitaire de la Covid. Et notamment la fragilité de nos systèmes de distribution d'alimentation. On est dans une configuration où il faut remettre à plat un certain nombre de mécanismes et qui vont effectivement de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Parce qu'effectivement, quand on dit en temps de crise, vouloir avoir des cerises au mois de novembre, c'est peut-être pas ce qui est le plus opportun. Donc il y a toute une réflexion et derrière, bien sûr, c'est le rôle de tous les acteurs qui sont rassemblés ici au salon, mais il y a aussi le consommateur citoyen qui doit réapprendre ce que veut dire l'alimentation, l'agriculture. Et là, il y a un véritable travail pédagogique à faire. Il y a un impensé. Oui, Emmanuel. C'est peut-être aussi une réponse au mal-être des agriculteurs qui sont exprimés. C'est-à-dire que si on redéfinissait un objectif à l'agriculture et aux agriculteurs de dire l'autonomie alimentaire, je prends un exemple qui est les fruits par exemple, où la France était excédentaire et aujourd'hui on est à 50% seulement autonome. Si on redisait aux gens, eh ben voilà, vous avez un objectif dans chaque région, on peut produire tel type de produit et autres,
ça redonnerait de la vision avec une double vision quelque part. Une vision de production et puis aussi une vision vis-à-vis de son pays qui serait quelque chose d'important et qui est une demande des agriculteurs dans leur reconnaissance. Oui, mais j'ai l'impression que le gouvernement n'en est pas du tout là aujourd'hui. Même peut-être le monde agricole ne ressent pas cet argument, on ne le voit pas dans le discours syndical. L'idée de l'urgence. Alors je pense qu'il y a quand même des gens qui le voient et on parle déjà aujourd'hui, quand on parle aussi d'être capable de fournir nos cantines scolaires. C'est aussi ça l'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut qu'on change de modèle, il y a peut-être une adaptation justement à notre modèle qui doit rester un modèle de production parce que c'est évident que plus que jamais on doit produire, mais on doit être capable de produire en fonction de la demande, et notamment la demande locale. Patrice, puis Stéphane. Pour assurer notre autonomie alimentaire, il faut des terres et des hommes. 50% des agriculteurs prendront leur retraite dans les 10 ans. Juste une anecdote. J'ai échangé il y a quelques jours avec un des responsables de la grande distribution française. Il me disait on est en train de raisonner sur notre plan stratégique à 10 ans. Et à un moment, je lui dis mais est-ce que vous avez pensé au fait qu'il pourrait ne plus y avoir assez d'agriculteurs? Et là, il y a un silence au bout du fil. Et il me dit ah non, on n'a pas du tout intégré ça comme paramètre. Comme quoi... on a besoin quand même de raisonner vraiment à moyen et long terme. Il y a un impensé, enfin, on n'a pas du tout réfléchi dans ce sens-là. On a tout simplement oublié que alimentation et sécurité, c'est le plus vieux sujet du monde et qu'on a détricoté, depuis à peu près une soixantaine d'années, nos infrastructures nourricières. S'il y a bien un truc qui est bien remis en avant en ce moment, c'est la BITD. La base industrielle et technologique de défense. Expliquez-nous, c'est quoi? Que le général de Gaulle avait créé en disant voilà, il faut que la France soit autonome en termes d'armement. Donc on va créer un écosystème d'entreprises capable de produire pour que la nation se défende. Et comment tient pour à peu près la moitié de son chiffre d'affaires à cette BITD? À travers la commande publique. Le reste, c'est pour l'exportation. Donc pourquoi, étant donné que maintenant on apprend que l'alimentation, c'est une question de sécurité nationale, pourquoi on ne créerait pas le pendant, c'est-à-dire une BITD alimentaire qui nous permettrait de tenir et de retricoter certaines infrastructures nourricières qui tiendraient là aussi avec, pour moitié, la commande publique. Ce n'est pas le retour de Brejnev. La planification du général de Gaulle, ce n'était pas Brejnev, mais c'était pour des questions de sécurité, il fallait maintenir un minimum. Il y a un livret souveraineté pour financer les entreprises de la BITD. Pourquoi il n'y aurait pas le livret souveraineté agroécologique, souveraineté alimentaire, qui serait le pendant pour financer nos infrastructures nourricières, nos agriculteurs, nos transformateurs? Ce qui a marché pour l'armement il y a quelques décennies pourrait marcher pour l'agriculture actuellement. Exactement. Et vous proposez donc un livret A comme alimentaire, quelque chose d'assez simple. Mobiliser de l'argent public des citoyens pour être capable de développer notre souveraineté? Exactement, c'est-à-dire s'inspirer de notre infrastructure de défense pour l'alimentation, recréer une infrastructure de l'alimentation qui dépendrait pour à peu près pour moitié des commandes organisées. Et cette idée, quand vous la proposez, les politiques ils vous écoutent? Oh ben, il va falloir que... Bon, le truc, c'est que bon, ça fait quand même quelques années que je l'ai exposé. Ça commence à monter au cerveau. Je suis très content qu'on parle de sécurité nationale par rapport à l'alimentation. L'enjeu, c'est de voir ce qu'on y met derrière. Il y a déjà des propositions et le monde agricole et de l'alimentation en général est capable de se mettre en mouvement là-dessus. Patrice. Nous avons la chance d'avoir une Ukrainienne qui participe à cette émission. Prenons l'Ukraine comme une chance, si elle devait demain intégrer l'Union européenne. Avec l'agriculture ukrainienne, l'Union européenne peut construire un grand géant, mais il faut le faire par étapes, il faut bien se préparer à ça. Jérôme. Alors il y a un point aussi qu'il ne faut pas oublier, ce sont nos départements et collectivités d'outre-mer. Parce qu'on a plus de 2 millions de concitoyens qui habitent outre-mer. Et là, il y a un volet extrêmement important parce qu'il est paradoxal aujourd'hui de voir certains territoires d'outre-mer qui sont totalement dépendants d'importation. Et là, il y a un véritable effort à faire parce que s'il se passe quelque chose, eh bien, on pourrait avoir des collectivités d'outre-mer qui seraient asphyxiées, voire affamées en l'espace de quelques semaines. Et là encore, il faut raisonner, vous l'avez dit, on l'a tous dit, à la fois sur le temps court
c'est le problème de la saisonnalité agricole. Les récoltes, c'est 1 à 2 fois par an. Dans le temps long, et effectivement, il faut regarder à 10, 20, voire peut-être jusqu'à 50 ans. Mais Jérôme, on a l'impression que déjà, on a découvert qu'on n'avait plus d'armes. Enfin, globalement, qu'il fallait accélérer donc sur les moyens, l'argent qu'on met sur nos industries et qu'on n'est pas très bien pourvu aujourd'hui. L'alimentaire, ça nous semble très très loin. Oui, mais effectivement, comme le dit Stéphane, s'il n'y a pas de sécurité alimentaire, il n'y a pas de sécurité. Imaginez, dans un contexte de crise, le fait qu'on ne puisse pas ravitailler notamment la métropole parisienne, les pillages. On l'avait vu à Los Angeles, on fait quoi? Comment on ravitaille? Et d'ailleurs, aujourd'hui, le mot ravitaillement, plus personne n'en parle. Or, il faut voir que chaque fois qu'on a été en état de guerre, on a été obligé d'instituer un ministère du ravitaillement. Il faut anticiper. Emmanuel. Oui, je partage tout à fait ce que dit mon voisin. On a vraiment l'exemple dans les DOM, où aujourd'hui, l'autonomie alimentaire, elle est vraiment très très faible. Et il faut absolument qu'on le prenne en compte. Et je disais tout à l'heure, il y a un véritable enjeu de protection des terres agricoles. Et ça, on est encore très très loin. Il y a encore beaucoup de gens qui contestent le fait que protéger les terres agricoles, c'est pas pour les agriculteurs, c'est bien pour la société tout entière. Il y a un véritable enjeu, a fortiori dans les DOM, où aujourd'hui il y a une pression qui est sur les peu de terres agricoles qu'il y a. On continue à vouloir faire du tourisme, c'est bien de faire du tourisme, mais si on ne mange pas, on n'ira pas faire ce tourisme. Et là, il faut donc qu'on définisse, et je le répète, qu'on définisse des politiques publiques. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et les agriculteurs, je l'ai dit et je vais le répéter, et j'en suis vraiment convaincu, moi qui suis agriculteur, les agriculteurs, quand il y a eu la définition de la politique agricole commune, ils ont répondu présent. Et ils sont encore prêts aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu, si on définissait une politique d'autonomie alimentaire, ils seraient prêts à rendre présent. Mais il faut que nos concitoyens acceptent le fait que ça coûtera un peu plus cher qu'aujourd'hui. Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Élysée qui est venu vous voir, vous en tant que président de la FNSAFER, pour vous dire on en est où sur les terres cultivables aujourd'hui? Alors, pas de l'Élysée, mais on a des relations avec beaucoup d'élus et avec le ministère de l'Agriculture, oui. Et des armées? Alors, pas avec les armées, non. Donc on n'est pas dans cet état de prise de conscience aujourd'hui. Ça prend du temps de se réarmer sur le plan alimentaire. Jérôme? Alors, effectivement, c'est un point qui est extrêmement important, où il y a cette prise de conscience. Alors, il y a un organisme dont on parle peu, parce qu'il est peu connu, il ne se met pas souvent en valeur, c'est le Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, qui est situé aux Invalides à Paris. Et c'est sa mission, justement, de coordonner, et effectivement, les différents ministères pour la capacité de gestion de crise. Vous savez, par exemple, il y a un truc... la fameuse crue centenale à Paris, de la Seine. Eh bien, le jour où ça arrivera, si on ne s'est pas coordonné en amont, s'il n'y a pas eu d'ailleurs des exercices, des planifications, des choses comme ça, on sera dans une situation absolument catastrophique. Mais effectivement, ça veut dire qu'il faut accepter de discuter, de prendre du temps et effectivement de planifier. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais c'est vertigineux. On perdait déjà un département tous les 10 ans à cause de l'artificialisation, je vais y arriver à le dire, mais en plus, là maintenant, on vient de découvrir qu'on perd un département tous les 10 ans aussi à cause de la consommation masquée. Alors effectivement, notre rôle à la FNSAFER, c'est tous les ans de montrer ce qu'on perd comme terre agricole en France. Ça a été pendant des décennies pour la construction et pour les infrastructures. Et aujourd'hui, c'est pour le loisir. En fait, les gens achètent des terrains autour de leur maison pour agrandir leur espace vital. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus de 30 000 hectares par an. Et alors qu'on parle depuis une demi-heure de cette autonomie alimentaire et de l'obligation qu'on a de garder toutes les terres pour produire de l'alimentation, sachant qu'en même temps, on a besoin de produire de l'énergie, on a besoin de produire toutes ces choses, et que c'est à partir des mêmes terres agricoles. Donc les enjeux sont majeurs, et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment pris tous les moyens, à la fois pour protéger et pour se donner des objectifs de produire. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. On marche sur la tête, Stéphane Linou? Un peu, alors justement, ce que M. Yes disait, ça me fait penser à une phrase que disait le grand-père d'un ami éleveur dans le Lauragais, qui disait, voilà, si tu as du gazon dans ton jardin, c'est que tu n'as pas faim. Ça veut tout dire. Et pour moi, le ver de terre est le meilleur allié du militaire. C'est-à-dire? Car il soulage ses arrières. Le truc, c'est que si on n'a pas à bouffer, on n'a pas de sécurité tout court, parce qu'on demandera toujours à l'armée de... Oh, on enverra l'armée, on s'occupera de tout. Et on a vu pendant au niveau
au moment du Covid. Il avait été prévu, d'ailleurs ça fait l'objet d'une enquête du Figaro. Par rapport à l'absentéisme, on allait transformer nos militaires en caissières. Et le reste pour gérer des files d'attente. Tout simplement parce que rien n'avait été prévu. Donc voilà, maintenant qu'on sait, mettons-nous tous au travail. Ça peut être l'objet d'un nouveau roman national. Hein. Et même la PAC, il y a un impensé, la PAC n'a pas été préparée pour la souveraineté alimentaire. Elle a beaucoup de mal à évoluer. Oui, alors elle a beaucoup de mal à évoluer, mais il y a quand même des rapports de temps en temps qui sont quand même intéressants. Et notamment celui de la Commission européenne, qui est sorti au mois de novembre 2021. C'est le Contingency Plan. Le plan d'urgence visant à garantir l'approvisionnement alimentaire en temps de crise. Et très clairement, qu'est-ce qui est écrit ? Commission européenne, ce n'est pas les soviets. Hein. Il est écrit que pendant le confinement, on a eu chaud. Ça a failli craquer. Et des cyberattaques et des pandémies, on en connaîtra d'autres et pas des petites. Donc il faut se préparer. Et très concrètement, il faut des propositions pour rééquilibrer circuit court et circuit long, parce qu'on est trop dans le circuit long. Qu'il y ait des tests de l'effort sur toute la chaîne de valeur par territoire. Que les États sensibilisent et préparent leur population. Tout ça, c'est écrit. Donc en fait, des rapports, il y en a de partout. Les constats, on les a. Mais maintenant, il faut mettre en ordre tout cela et quelque part montrer un objectif, élaborer une stratégie et planifier. Planifier, c'est pas un gros mot, c'est pas le retour de Brejnev. La base. Patrice. Je suis moins pessimiste que vous sur la politique agricole commune. C'est une formidable réussite. Elle a permis, il faut quand même se souvenir que la France était importatrice nette après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en plus, elle a associé souveraineté alimentaire et développement des territoires ruraux. Maintenant, il faut la repenser à l'aune de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Donc, c'est à ça qu'il faut se préparer en intégrant tous les paramètres, climat, souveraineté alimentaire et rayonnement géostratégique de l'Europe. Oui, Emmanuel. Et je crois qu'en parallèle de ça, la vraie résilience, c'est celle qui associe les hommes. Et on a besoin, et on a une chance aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent s'installer. Et là, il y a besoin, pour mettre en cohérence tout ça, qu'on arrive à installer des jeunes agriculteurs, parce qu'on pourra produire d'alimentation qu'à condition d'avoir des hommes partout sur le territoire. Et si on ne le faisait pas, on a tout un pan de notre territoire qui est plus difficile à exploiter. Et il y a des pays qui ont fait ce choix différent d'une autre, où les parties qui sont moins bonnes, eh ben on les a abandonnées. Nous, on n'a pas fait ce choix, et je pense que c'est une des chances de la France, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à transformer l'essai en remettant des jeunes aux mêmes endroits. Toute dernière question, Jérôme, vous êtes général. Est-ce que vous pensez que l'idée, justement, d'un livret A comme alimentaire, pour être capable de réarmer sur le plan alimentaire la France, aujourd'hui, est justifiée, et qu'elle mériterait d'être écoutée par nos politiques qui défilent là actuellement dans les allées, et aussi nos syndicats agricoles? Oui, en tout cas, il me semble extrêmement important de repenser qu'est-ce que signifie la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, à la fois dans sa dimension nationale, mais européenne, parce que il faut être honnête, penser qu'on puisse revenir à un temps avec des frontières fermées et que je dirais, le paysan breton des années 1950 était en mesure d'alimenter la population française, c'est une illusion. Il faut se donner les moyens et effectivement, comme on l'a tous dit, il faut donner du sens. Et quand on donne du sens à ce que l'on fait et que l'agriculteur est un acteur de notre souveraineté, de notre sécurité, et bien à ce moment-là, on pourra soulever toutes les montagnes et on pourra progresser collectivement. Bon, je remercie bien sûr Natalia, qui a pu témoigner en direct depuis l'Ukraine en début de cette émission. Merci beaucoup Natalia. Je vous remercie Général, je vous remercie Emmanuel, Stéphane et Patrice de même. Merci d'être venus ici et surtout merci à vous.